Ils sont plus de 8000 candidats à prendre part au concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales. Parmi eux, 1534 seront recrutés. Le top départ de l'examen a été donné ce matin. La compagnie Blomba est de retour sur scène. Elle nous revient avec Taïni Bougou. Autrement dit, la cité de ceux qui cherchent le pain quotidien. Vaille que vaille, cette mise en scène de pain, les réalités des Maliens en ces temps de crise. Fin de course pour le stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération. Les Blancs ne joueront pas les demi-finales de la compétition. Après la défaite de ce soir face au Djoliba AC, le stade malien est nettement distancé par les Rouges déjà qualifiés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Nous sommes dimanche 7 octobre. Mais d'abord, ce communiqué du président de la République adressé à son Excellence, Monsieur Abdulaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une grande émotion que j'ai appris la nouvelle du décès de Chadli Bendjedji, ancien président de la République algérienne démocratique et populaire. À travers sa disparition, l'Algérie perd un des acteurs majeurs de son histoire moderne et l'Afrique, une des figures emblématiques de la lutte pour l'émancipation des peuples africains. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple malien affligé, de ses institutions ainsi qu'à mon nom propre, exprimer au peuple algérien et à vous-même notre compassion et par la même occasion vous adresser nos condoléances les plus attristées. Je prie pour le repos de l'âme de l'illustre disparu dont le parcours restera un exemple pour l'élite politique de notre continent. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Et c'est ce matin qu'a débuté le concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales session 2012. Sur les 8208 candidats, 1534 seront recrutés, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes. Ces nouveaux enseignants seront déployés au niveau de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel et de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire. Alpha Maïga, reportage. Ils sont plus de 8000 candidats à prendre part à ce concours. Il s'agit du recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités. À Bamako, les candidats sont repartis dans 4 centres d'examen. Un examen qui se tient dans un contexte tout particulier. Le premier contexte, c'est évidemment la situation sécuritaire qui oblige les candidats qui sont des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et une partie de la région de Mopti à concourir quasiment dans les centres de leur choix. Et le second facteur, c'est les contraintes budgétaires. Donc, les contraintes budgétaires ont amené le gouvernement à réduire le nombre de postes à pourvoir. Cette année, nous sommes tout simplement à 1534. C'est dire pour la session 2012, les enseignants recrutés constituent à peine la moitié de ceux de l'année dernière. S'agissant des épreuves, la culture générale d'abord. Les candidats avaient 3 heures pour traiter l'épreuve. Ce premier sujet a été abordable. Et qui comportait sur quoi? Sur la lecture. Pour moi, les épreuves ont été comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que bon, les épreuves ne sont pas tellement difficiles. Cependant, quelques candidats n'ont pas pu composer. Les raisons? Puisque moi, j'ai fait anglais à la flash. Donc on dit que nous, sortant de la flash, on a rejeté nos dossiers. Alors qu'il y a certains qui ont fait sociologie. Nous sommes de la même faculté. Ceux-ci-là sont en train de composer. Vous avez composé? Non. Et pourquoi? Parce que ma carte est périmée. Et vous avez composé? Non. Pourquoi? Parce que j'ai ma carte qui est permis aussi. Moi, je ne sais pas, je viens d'arriver. Moi, je viens de Gao tout de suite. Voilà. Et tu n'as pas pu composer? Je vais essayer. Il y a certains qui prétendent avoir déposé des dossiers. Bon, il reste à vérifier et tout cela devrait être vérifié en amont. Dans la cour, un constat.
des domestiques pour s'occuper des bébés de certaines candidates. Celle-là est malade. Un élément de la sécurité vient à son secours. Qu'à cela ne tienne, tout se passe normalement. Les forces de l'ordre et de sécurité ont été mobilisées pour la cause. Et bonne chance aux candidats. C'est demain que commence la semaine nationale de la sécurité routière. Elle s'étendra jusqu'au 14 octobre. Cette 10e édition coïncide non seulement avec la rentrée scolaire, mais aussi avec l'entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2012 de la décision du gouvernement de rendre obligatoire le port du casque de protection par les usagers d'engins à 2 roues. À l'occasion du lancement des activités de cette semaine nationale qui est placée sous les signes de la sensibilisation, le ministre des Transports et des Infrastructures routières, colonel Abdoulaye Koumaré, a adressé un message aux populations. Écoutons-le, il est au micro de Garibou Pérou. Cette année, la Semaine nationale de la sécurité routière coïncide avec la rentrée scolaire, période de grande mobilité sur les routes. Elle coïncide également avec l'entrée en vigueur le 1er octobre 2012 de la décision du gouvernement de rendre obligatoire le port du casque de protection. L'analyse des statistiques nous interpelle tous car elle fait ressortir que plus de 60% des accidents concernent les jeunes. Perdre un enfant n'est jamais facile, mais savoir qu'un enfant est tué dans un accident par simple défaut de casque ajoute aux souffrances des familles et laisse des blessures. Le gouvernement a décidé d'exonérer l'importation des casques des droits de douane jusqu'au 31 décembre 2012. Désormais, chaque moto sera vendue avec casque. Parallèlement, les contrôles sensibilisation avec un cachet purement pédagogique, sans amende et sans mise en fourrière de moto, vont se poursuivre. Avant tout déplacement à moto, il vous suffit de faire ce simple geste qui peut vous sauver la vie. Voilà, l'exemple donné par le ministre. C'est donc demain la semaine nationale de la sécurité routière qui commence. Elle s'étendra jusqu'au 14 octobre. La Turquie fait don de 8 ambulances médicalisées à 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée-Bissau. Chacun de ces pays a reçu 2 ambulances médicalisées. La remise a eu lieu à la Grande Mosquée de Dakar. Le compte-rendu de Suleiman Kantarassi. L'Institut islamique de Dakar, situé dans l'enceinte de la grande mosquée de la capitale, a servi de cadre pour la remise de clés de 8 ambulances médicalisées aux ambassadeurs des pays bénéficiaires, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée-Bissau, des ambassadeurs qui ont salué ce geste de solidarité de la Turquie dans un secteur vital et essentiel qui est la santé. Auparavant, le directeur général du Centre islamique de Dakar, le coordinateur de l'Agence turque de coopération et de coordination ont mis l'accent dans leurs interventions sur l'excellence des relations entre les pays africains et la Turquie qui a fait beaucoup de réalisations en Afrique. Le consul général de la Turquie a émis l'espoir de voir la réalisation d'autres projets de la Turquie. Nul doute que l'acquisition des ambulances médicalisées permettra de relever le niveau technique de plateau des structures de santé.
Visite en 5e région du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des droits humains à Mopti, Ivan Simonovic, était venu constater la situation générale en cette période de crise qui connaît notre pays. Une visite du site des déplacés à Sévaré, une rencontre avec le comité régional de crise sont entre autres activités menées par le visiteur de Mopti, la correspondance de Jules Sambou-Sissoko. Par cette visite de 24 heures à Mopti, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des droits humains, Ivan Simonovic, voulait mieux s'imprégner de la situation générale des droits humains et explorer les opportunités de coopération dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains. Les violations des droits humains qui pourraient être aussi commises dans d'autres endroits du pays. Et aussi, il s'agit d'essayer de comprendre les causes réelles de ces violations et de la situation actuelle. En cette occasion, il a dit qu'il a parlé à des acteurs de la société civile. Il a eu l'opportunité de discuter, de parler avec des personnes déplacées. Et également, il a eu l'opportunité de rencontrer des officiels maliens, mais notamment le Premier ministre qu'il a rencontré à New York. La rencontre avec le comité régional de crise autour du plan d'action régional semestriel d'avril à septembre 2012, dont la prévision de 15 000 personnes déplacées est vite passée à 41 000, a surtout permis au sous-secrétaire général d'apprécier les efforts en cours et de recenser certaines difficultés. Il est beaucoup encouragé par ce qu'il a vu aujourd'hui, notamment la communication entre les zones qui sont sous contrôle gouvernemental. Ça apporte un peu d'espoir pour le dialogue et deuxièmement, ça permet d'espérer de construire des ponts entre les deux zones. La délégation onusienne s'est ensuite rendue sur le site des déplacés du Nord à Sévaré, où la direction régionale de l'action humanitaire de Mopti a remis des dizaines de kits scolaires à des élèves déplacés. L'Église catholique du Mali prie pour le retour de la paix dans le pays. C'est au cours d'une messe célébrée ce dimanche à la cathédrale de Bamako. Falemba Keïta a participé à la messe, son compte rendu. À l'unisson, les fidèles chrétiens catholiques élèvent la voix vers Dieu, le miséricordieux, pour le retour définitif de la paix au Mali. Selon eux, la situation difficile qui traverse notre pays ne saurait être surmontée sans la foi, le courage et la prière fervente de tous. À quelques mois du rosaire, mois de grâce, ils ont aussi intercédé auprès de la Vierge Marie pour que le peuple malien reçoive de Dieu soutien et réconfort, apporte la paix dans tous nos cœurs et dans tout le pays. Division sur le plan religieux par les rejets des autres confessions religieuses et la volonté d'imposer la charia. Face à cette situation, nous venons nous encourager. Laissez-nous guider par l'Esprit Saint et dans cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous ne sommes pas des bâtisseurs de paix. Le représentant du ministère des Actions humanitaires, de la solidarité et des personnes âgées, témoin de l'homélie, a saisi l'occasion pour louer l'engagement de tous pour le retour de la paix. Nous avons été témoins de ce que, aussi bien au niveau des mosquées, des temples et des églises, la mobilisation est réelle et nous souhaitons tout juste, au niveau du gouvernement, que cette foi qui nous anime et qui nous a permis encore une fois de se retrouver ici, reste vivace. Après plus d'une heure de méditation sur le sujet, les fidèles chrétiens en fin de cérémonie ont fait référence à la prière de Saint François d'Assise pour implorer Dieu. D'une même voix, ils réclament l'union, l'espérance, la joie où se trouve la discorde, le désespoir et la tristesse. Miss ORTM 2011 réunit les femmes du Mali pour une contribution à la sortie des crises. En partenariat avec la coordination des associations féminines du Mali, CAFO, Zaliatou Maïga a lancé un projet de sensibilisation des femmes du Mali. L'objectif est de décrier toutes les exactions commises sur nos sœurs dans les régions occupées. Fatoumata Kouné nous en dit plus. La situation qui prévaut au nord du Mali préoccupe toutes les couches sociales maliennes, particulièrement les femmes. Pour mieux affronter le problème, Miss ORTM 2011 a lancé un projet sur la sortie des crises au nord du Mali.
Ce projet vise à sensibiliser, mobiliser et faire un plaidoyer auprès des femmes permettant une meilleure sortie des crises. Nous allons à la rencontre des femmes pour échanger avec elles, pour savoir ce qu'elles pensent de ça, et nous, notre contribution sera aussi de leur donner les idées que nous avons, et ensemble nous allons travailler. La présidente de la CAFO dira que la sortie des crises ne doit pas être l'affaire des seuls hommes. Les femmes doivent jouer leur rôle, a-t-elle ajouté. C'est un espace pour les femmes et les hommes. C'est un espace où on vient échanger. C'est un espace d'espoir pour celles qui ne sont jamais parties à l'école, qui ne peuvent accéder que par des relations comme nous autres qui avons eu la chance. Mais je tiens à vous dire, nous, notre engagement, ce n'est pas pour devenir des femmes responsables pour nous, c'est de devenir des femmes responsables pour le Mali. Parce que nous avons étudié sur l'argent du contribuable malien. Et nous sommes redevables au Mali. Au cours de ce point de presse, les épouses des corps de béret rouge et béret vert ont fait part de leurs regrets par rapport à la situation du nord du Mali. Elles ont vivement souhaité le retour de la paix. Sur le plan national, l'actualité reste dominée cette semaine par des remises de dons aux déplacés, aux orphelins ou aux victimes des inondations, mais aussi par des conférences, débats et la visite des centres qui s'occupent des enfants atteints d'autisme. Et suivons toutes ces brèves avec Fadema Keïta. La mairie de la commune 4 du district de Bamako a procédé hier à la remise des fournitures scolaires à 180 élèves des différents établissements de la commune. Ces bénéficiaires sont des enfants issus des familles à moyens limités. La valeur financière du don est estimée à 2 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu dans la cour de la mairie en présence des responsables scolaires et de la société civile. Autre cérémonie de remise, c'est celle de l'association Femmes et Développement du Mali, qui vole au secours de 30 enfants qu'elle soutient depuis 4 ans. Elle vient de leur remettre un lot de fournitures et de tenues scolaires. Les responsables de l'association ont élargi cette année leurs gestes en faveur des enfants déplacés du Nord. L'événement, qui s'inscrit dans le cadre de la 18e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, s'est déroulé dans les locaux du service de développement social de la commune 2. Le consortium d'ONG Plan Mali, World Education et ASAF a également fait don aux élèves déplacés. Le don est composé de riz, de pâtes alimentaires, de lait, d'huile et de savon. En plus de ce don, le consortium, en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas, a organisé des cours de rattrapage à l'intention des enfants déplacés. Le geste global a coûté au consortium environ 8 millions de francs CFA. 2 tonnes et demie de riz et une quantité d'huile pour un montant d'1,5 million francs CFA, c'est le don offert aux déplacés du Nord à Bamako par le parti UDD, Union pour la démocratie et le développement. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Pour le deuxième vice-président du parti, Khalifa Doumbia, il s'agit d'atténuer les souffrances alimentaires. Le représentant des bénéficiaires, El Hadj Moumouni Maïga, a exprimé la satisfaction de l'ensemble des bénéficiaires aux responsables de l'UDD avant de leur demander de continuer sur cette lancée en vue de venir en aide à d'autres personnes touchées par la crise. Sur un tout autre plan, le réseau des jeunes leaders pour le développement au Mali, en collaboration avec l'Union des jeunes pour le développement du Mandé, a organisé le 22 septembre dernier une conférence de presse intitulée « Retour aux sources Kangaba 2012 ». La conférence avait pour but de jeter un regard rétrospectif sur les grands événements qui ont marqué l'histoire du terroir. Les échanges ont notamment porté sur les hauts faits de Soundiata Keita et le respect des valeurs sociétales. Les membres du réseau ont saisi l'occasion pour rendre une visite de courtoisie aux notabilités de Kangaba. La famille de la Confédération malienne des travailleurs CMT s'agrandit avec l'arrivée de la section Sotelma Malitel. Cette affiliation coïncide avec la rentrée syndicale de la Confédération malienne des travailleurs. Madame Konaté Kayatou Touré, secrétaire générale, a évoqué au cours de la cérémonie les missions de la CMT qui sont entre autres le travail, la solidarité et la justice. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence de la CMT à Bamako-Koura. Active il y a 4 ans, la Confédération malienne des travailleurs est la 3e centrale syndicale du pays après l'UNTM et la CSTM. L'association Aide dans le domaine des troubles envahissants du développement EdTech Mali vient de tenir une journée de sensibilisation et d'information des parents sur la prise en charge
des enfants atteints de l'autisme, c'est-à-dire des troubles d'adolescents. L'association qui a à sa tête Mme Aminata Kolatal, parente d'enfants atteints de la maladie, veut amener les autorités à s'intéresser davantage à la prise en charge de ces enfants par la création des structures appropriées. La rencontre a permis aux participants d'entendre des témoignages de certains parents et des agents de santé qui s'occupent des enfants présentant des troubles. C'est à travers des projections des films que l'assistance a pu découvrir les causes de la maladie et les moyens à mettre en œuvre pour l'éradiquer. Direction Sikasso, le Centre régional de la recherche agronomique a organisé une journée de visite de la station de Farako. L'objectif était de sensibiliser les acteurs du terrain sur les enjeux et objectifs du projet Système de production biologique diversifié CIPROBio. À travers cette activité, le centre veut capitaliser les résultats de l'essai longue durée mis en place à la station de Farako. Fatoumata Diallo, reportage. En organisant cette journée porte ouverte sur la sous-station de recherche site de Farako, le Centre régional de la recherche agronomique de Sikasso vise d'une part une meilleure information et sensibilisation des acteurs et autres partenaires sur les objectifs, enjeux et activités du projet, amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des producteurs à travers des systèmes de production biologique diversifiés CIPROBio. Et d'autre part, démontrer aux producteurs l'essai de longue durée mis en place dans la localité. Il s'agit notamment de coton bio et de coton conventionnel, d'arachide, de sésame et d'hibiscus. La production conventionnelle et la production biologique, nous l'avons mis ensemble tout simplement pour étudier également aussi quel est leur impact sur la gestion de la fertilité du sol. Et pour être à mesure de pouvoir convaincre nos partenaires, les producteurs, de ce qu'ils gagnent en conventionnel et en production biologique, il faudrait confronter également aussi les aspects de santé, les aspects de protection de l'environnement, mais également aussi sur la productivité et la durabilité du système. Aussi, pour une meilleure appropriation du projet par les participants venus de Bamako et de l'intérieur de la région, une séance de présentation a par ailleurs été organisée sous la houlette du directeur de cabinet du gouverneur de Sikasso, Sidi Konaté. Monsieur Konaté de dire que malgré son importance économique, la culture du coton conventionnel cause parfois des dommages à l'environnement et aux ressources naturelles. Même son de cloche chez les producteurs qui trouvent le coton bio très rentable. C'est le coton bio qui peut faire l'affaire des paysans. Le traitement de bio, bon, c'est pas cher. Bon, le kilo de lime, ça fait 200 francs. Bon, quand tu vois le poison, tu vois que bon, 1 litre, ça va dans les 4000. Le projet CIPROBio, démarré depuis janvier 2011 pour une durée de 5 ans, est exécuté dans 3 pays les plus grands producteurs de coton en Afrique, que sont le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Place à notre dossier du jour consacré ce soir à la flambée du prix du haricot, communément appelé niébé. Sur les marchés de la capitale, le prix du haricot a en effet augmenté depuis un certain temps. Il varie entre 700 et 1000 francs CFA le kilo. Une situation qui décourage même les plus fervents amateurs de la précieuse denrée alimentaire. Je veux parler des konés et des djara. Quelles sont les véritables raisons d'une telle surenchère? Notre équipe de reportage dirigé par Modibo Mariko est allé savoir. Le haricot, encore appelé niébé ou chou en langue nationale bamana, la légumineuse aux graines magiques n'est certainement pas qu'une plante au Mali. C'est aussi une alimentation qui a su tenir toute sa place dans la culture de notre pays. Aimé de tous et pourtant personne ne veut prendre sur lui la responsabilité de cet attachement. Pourtant, il y en a de quoi, puisque de l'avis des spécialistes, les niébés jouent un rôle important dans l'alimentation de l'homme en raison de son apport colossal en protéines, soit plus du double la plupart des céréales classiques. Mais il apporte aussi beaucoup d'amidon, de l'acide folique très important chez les femmes enceintes pour la lutte contre la malformation du nouveau-né. La graine est également riche en fer, zinc ou calcium. Autant de points positifs pour l'alimentation humaine. Seulement voilà, depuis un certain temps, on a constaté sur le marché que les prix de cette denrée tant prisée a pris de l'ascenseur. Haricot là c'est cher. On vend 1000 francs, 700. Maintenant, il est venu 600. Si l'haricot dépasse 400, 500 jusqu'à 600, je trouve que c'est cher. Le haricot c'était cher, bon, c'est parce que le sac devait 100 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, maintenant, on vend peut-être kilo 700 francs. Bon, avant kilo, c'était 1000 francs. Maintenant, c'est 600, quoi. Non, c'est 600.
C'est un peu cher encore. Et qu'il y a lieu même de réguler un peu le prix. Parce que quand on laisse vraiment le prix quand même à la merci des commerçants, il va de soi qu'il serait très très difficile que la population quand même puisse s'approvisionner. Et l'on comprend vite que les prix élevés d'une alimentation qui occupe tant de place dans le quotidien de nos familles suscitent des interrogations. La faute aux spéculateurs peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en ce moment en période de soudure. Ça dépend du hivernage. Il y a une bonne volonté qui peut de l'ARCO à garder. Pourquoi? Bon, il y a certains moments, s'il y avait des crises, ils peuvent faire sortir pour vendre. Le nouveau ARCO, on n'est pas récolté rapidement. Donc l'ancien est fini, complètement fini. Donc c'est pour cela que les prix est élevé comme ça là. La seule loi économique de l'offre et de la demande ne saurait expliquer la flambée du prix. Les autres fois, parce qu'ils ont dit que c'est des sacrifices, tout le monde accepte les ARCO pour aller chez vous, pour les sacrifices. C'est pour cela que les ARCO étaient manqués. Le prix a pris de l'ascenseur, parce que quand nous avons appris dans les mosquées, dans les rues, qu'il faut faire un sacrifice sur l'haricot. Concernant le problème du Nord et le problème de la pluie, c'est ce qui a fait que les Maliens ont augmenté le prix jusqu'à ce qu'on ne peut même plus payer. Que certains ne dépriment pas, suivez mon regard, puisque déjà commencent à arriver sur le marché les produits de la nouvelle récolte. Ce qui explique d'ailleurs la baisse des prix constatée ici et là, 500 à 550 francs CFA. Et ça ne peut que continuer. Prenez donc votre mal en patience. Ce n'est qu'une question de jour et l'on verra certains arborer le sourire habituel à la vue du show national. Oui, les Koné et les Djara, bien sûr, du théâtre dans ce journal avec la représentation hier soir au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, de Taïnibougou, autrement dit la cité de ceux qui cherchent le pain quotidien, vaille que vaille. Le nouveau Koteba de la compagnie Blomba est inspiré de la vie de Gimba Kassambara, personnage principal de la mythique pièce Koteba Wari, en l'instant là dans le Mali d'aujourd'hui. À l'Unifranjaï met en scène le quotidien des Maliens dans un langage cru, mais hélas si réel. Retour sur cette soirée de rire de près de 2 heures avec Moudi Boussouari. Sur la scène, un imposant canapé, un écran vidéo au fond, 2 écrans latéraux. Voici le décor très sobre de cette pièce de théâtre intitulée Taïnibougou, ou encore la cité de ceux qui cherchent le gain quotidien, vaille que vaille. Dans cette pièce, le maire de Taïnibougou est un cadre supérieur de son état et très proche des citoyens. Mais il a l'esprit fort occupé par un sport bien connu, le Tanini, la chasse à l'argent. Avec son acolyte Bablé, il complote de liquider Taïnibougou et de partager la recette avec tous les citoyens. Voilà, tolérance. En tant que présidente de l'association des femmes veuves de Taïnibougou, et c'est pas facile parce que de nos jours, on est prêt à tout pour avoir de l'argent. Je suis très content dans ce rôle parce que ça contribue au développement du pays et ça nous aide à sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Au finish, le maire de Taïnibougou et son complice arrivent à leur fin sans difficulté. Ils ont trouvé preneur. Taïnibougou est soldé. Terrain vierge est viabilisé. Mosquée, cimetière, place publique, église, école, route, même la mairie. Tout y passe. J'ai trouvé que c'était super formidable de remettre en revue justement tout ce qui s'est passé, les dernières histoires du Mali. Et je trouvais qu'il a eu un courage à la fois politique, à la fois humain, pour faire cette pièce. J'ai trouvé une pièce de théâtre courageuse. Je suis fière d'être malienne, je suis fière du travail qui a été fait. Vraiment, je les encourage et j'espère qu'il y aura d'autres séances pour que le maximum de personnes puissent voir cette pièce de théâtre. Ces nouveaux spectacles style Koteba retracent donc notre vie au quotidien, l'environnement dans lequel nous vivons. En somme, la pièce nous invite à une réflexion sur la vie citoyenne dans un contexte particulier. Vous savez, la satire a joué un grand rôle dans la construction des démocraties. On vient de nous présenter en face de nous un miroir de notre société à travers les différentes séquences de notre histoire. C'est quelque chose de très important. Je pense que cette pièce mérite d'être reprogrammée de manière à ce que l'ensemble des Maliens
puissent la voir et en tirer les leçons nécessaires. Elle appelle à l'unité et c'est une bonne chose. Aliou Frandiaye nous a donné une belle leçon. Et c'est fini sur une note d'espoir avec l'hymne national. Nous sommes tous résolus de mourir. Tagninembougou, à l'instar des autres Koteba, est un mécanisme social en forme de satire collective traditionnelle jouée sur le mode burlesque dans les villages de l'ère Mandingue. L'œuvre est le résultat de 3 mois de résidence artistique de comédiens maliens avec une mise en scène de Aliou Frandiaye. Après le palais de la culture de Bamako, Tagninembougou sera représenté dans une trentaine de cercles du Mali avant d'aller à la conquête du public de la diaspora. Sport football, le stade malien de Bamako ne jouera pas les demi-finales de la Coupe de la Confédération après sa défaite 1-2 devant le Djoliba AC lors de la 5e journée. Avec 2 points, les Blancs de Bamako sont nettement distancés par les Rouges déjà qualifiés. Dans l'autre rencontre du groupe, le Wydad Casablanca a battu AC Léopard 3-1. Le point, c'est avec Khalifa Namatraoui. L'avenir du Stade malien de Bamako dans la Coupe de la Confédération de cette année dépendait en partie de cette opposition de la 5e journée. Les matchs de poule contre le Djoliba AC. En mauvaise posture avec 2 points en autant de sorties, seule la victoire importe pour les Blancs de Bamako pour s'y relancer. Ainsi, c'est dans cette situation improbable que le Stade malien se lance à l'atteinte de son objectif. Toute chose qui dénote la belle entame des Blancs de Bamako, qui vont mettre la pression devant les buts du Djoliba AC. Mais ni la tentative de Souleymane Dembélé, ainsi que celle de Ousmane Cissé ne feront tache d'huile. Peu après, le bastion offensif rouge va se mettre en évidence. Lassine Diarra à la 38e minute déclenche un tir vicieux sur lequel l'international Soumaïla Diakité démontre toute l'étendue de son talent. Les rouges enthousiastes obtiennent à la 43e minute un penalty suite à cette poussette au Moussa Django Koulibaly sur Bokar Bangoura. Idrissa Namalako Traoré prend à contre-pied Soumaïla Diakité. 1-0, score à la pause. L'équipe de Sotiba doit impérativement réagir si elle ne veut pas dire adieu à la compétition. Durant un quart d'heure, le stade malien ne se retrouve pas, d'où des changements effectués par son entraîneur. Des changements qui vont porter fruit d'ailleurs. À la 64e minute, Mohamed Chérif Doumbia voit sa frappe déviée par le portier Cheksi. Adama Diarra, nouvellement entré, reprend le ballon pour égaliser. 1-1, l'espoir renaît chez le stade, mais qui ne sera que de courte durée, puisque le défenseur stadiste Moussa Django Koulibaly va commettre son deuxième penalty de la soirée. Cette fois-ci, Bangoura transforme la sentence. 2-1 pour le Djoliba Athletic Club. Score final. Le jeu était déjà fait pour nous, mais l'essentiel c'était quand même de montrer une bonne image du Djoliba sur le terrain, et de ne pas perdre, surtout d'essayer quand même de gagner, sinon avoir un match nul. Donc je pense qu'aujourd'hui le stade a eu beaucoup d'occasions qui n'ont pas pu concrétiser. Et nous, sur les rares occasions qu'on a eues, quand même, on a reçu quand même 2 pénaltys à transformer. Même si on gagnait le match, je pense que ça aurait été compliqué. Je suis encore déçu parce que sur la physionomie du match, on a fait un match correct. Après, on a quand même vu la différence entre les 2 équipes, où quand même le Djoliba, ce qui est bien, c'est quand ils sont en position sur les actions offensives. On voit que c'est l'équipe quand même qui va vite, c'est la différence entre les 2 équipes. Après, il y a l'équipe qui est en doute, c'est le stade, et puis une équipe qui est en pleine confiance comme aujourd'hui le Djoliba. À l'issue de cette 5e et avant-dernière journée, quoi qu'il arrive, le Djoliba à ses 13 points est qualifié pour la demi-finale, avec en prime la première place. Le second ticket, lui, se jouera à distance entre AC Léopard du Congo-Brazzaville 6 points et WAC du Maroc 5 points. A rappeler que hier, le WAC a battu 3-1 AC Léopard. Prochaine et dernière journée, AC Léopard, Djoliba Athletic Club et Stade malien de Bamako déjà éliminé WAC du Maroc. Voilà un compte rendu de Al-Juma Tina. Les 2 clubs du Soudan, Al-Hilal et El Merik, sont qualifiés pour les demi-finales au compte du groupe B. Et ce journal est terminé. Merci de votre constante fidélité à votre télévision nationale. Demain, 10h, 13h, Sira Bachili. Pour les éditions du soir, vous serez en compagnie de Aïssata Ibrahim Maïga. Merci à nos téléspectateurs de la Mecque. Et retenez que nous sommes de cœur et d'esprit avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Bonsoir à tous.